Au sommaire de cette édition, le Niger où la justice se prononcera sur une nouvelle demande de liberté provisoire pour Hama Amadou le 11 janvier prochain. Attaque à la bombe dans le nord du Nigeria ce lundi. L'explosion a fait une vingtaine de morts. Enfin, en Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a effectué une descente au village de Noël. Objectif, marquer son engagement aux côtés des enfants démunis. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La justice nigérienne se prononcera le 11 janvier prochain sur une nouvelle demande de liberté provisoire pour Hama Amadou. Opposant et candidat à la présidentielle, il est écroué depuis plus de 6 semaines pour son implication dans l'affaire de trafic présumé de bébés. Le 9 décembre, une demande de liberté provisoire de Hama Amadou avait été jugée irrecevable par la Cour de cassation. Toujours au Niger, Ibrahim Yakuba, le président du mouvement patriotique nigérien, le tout nouveau parti politique, a été investi candidat pour la prochaine présidentielle. C'était ce week-end à Maradi, à l'issue du congrès du parti. Reportage. C'est devant des milliers de personnes qu'Ibrahim Yakuba, l'ex-adjoint du directeur de cabinet du président Mahamadou Issoufou, a été investi candidat à la présidentielle du février prochain. Douanier de formation, Ibrahim Yakuba, 44 ans, a occupé en 2012 le poste de ministre des Transports avant d'être nommé directeur adjoint de cabinet du président Issoufou en 2013. Il est exclu du parti au pouvoir, le PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, dont les dirigeants l'accusent de fomenter un projet visant à faire bimbasse sur les structures du parti. Dans la foulée, l'homme démissionne de son poste à la présidence et crée le MPN, le mouvement patriotique nigérien. Son investiture porte à 9 le nombre de candidats officiellement déclarés à ce jour à la présidentielle, dont le premier tour couplé aux législatives est prévu pour le 21 février. Outre Ibrahim Yakuba, 8 autres personnalités se sont lancées dans la course, dont le président en exercice, Mahamadou Issoufou, l'ex-président du Parlement, Hama Amadou, actuellement en détention. À 2 mois du scrutin, le climat politique est des plus tendus au Niger. Entre autres pommes de discorde, le fichier électoral qui finalement sera audité par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en réponse à l'une des exigences majeures de l'opposition. Du Niger, on se rend au Nigeria où en cette fin d'année, les parents des collégiennes enlevées à Chibok le 14 avril 2014 continuent d'espérer un retour possible de leurs enfants. À Kaduna, dans le nord du pays, les parents réunis au sein d'une coalition ont donné d'une même voix, demandé aux autorités de les accompagner pour que ces enfants recouvrent la liberté. Abdoulaye Issa nous en dit plus. Plus d'un an que les jeunes filles d'un collège de Chibok dans l'état de Borno ont été enlevées par les éléments du groupe armé Boko Haram. À ce jour, toutes les tentatives pour les libérer et même les localiser furent vaines. Les parents et amis de ces pauvres lycéennes sont sans nouvelles depuis. Pire, des informations faisant état que Boko Haram utilisait ces filles comme boucliers, des fois comme kamikazes, et faire un maximum de dégâts au sein de la population inquiète. Les parents soutenus par les autorités et les organisations non gouvernementales continuent d'espérer. À chaque fois qu'on évoque ces filles, je prie le bon Dieu. Et le plus important pour nous, c'est de continuer d'espérer. Nous avons foi qu'elles reviendront. Et le pouvoir en place nous a soutenus comparativement à l'ancien. Nous savons que beaucoup parmi ces filles ont changé. Mais je vous assure, elles seront les bienvenues parmi nous. Le choc est grand, mais l'espoir est permis. Envoyer les enfants à l'école constitue le plus grand problème, et surtout quand il s'agit des filles. Dans la partie nord de ce pays, les parents, après le drame de Chibok, sont devenus très réticents sur le fait d'envoyer les filles à l'école. Avec Buhari, on sent quand même ce vent d'espoir. Les hommes sont déboussolés. Plus rien ne sera comme auparavant.
Les séquelles sont là, ça fait mal. Les autorités nigérianes s'activent pour venir à bout de la secte Boko Haram, comme l'a promis le président Buhari lors de la prestation du serment. Le groupe continue de sévir et sème la terreur par endroits. À quand la fin de Boko Haram? On reste au Nigeria. Une vingtaine de personnes ont été tuées lundi par l'explosion d'une bombe dans une mosquée de Maiduguri dans le nord du pays. L'explosion s'est produite dans un quartier ouest de la ville où l'armée a échangé des tirs dimanche avec des militants présumés du groupe radical islamiste Boko Haram affilié à l'État islamique. Les précisions. Quelques jours de la fin du délai que s'est fixé le président nigérien Muhammadu Buhari pour vaincre l'insurrection, le groupe islamiste Boko Haram a une nouvelle fois fait parler de lui. En effet, Boko Haram a attaqué dimanche soir une ville clé du nord-est du pays, faisant 21 morts et 91 blessés. L'annonce a été faite lundi par le responsable régional de l'agence de gestion des situations d'urgence, NEMA. Des combattants de Boko Haram ont envahi Jidari Polo, une localité située dans les faubourgs de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est, ouvrant le feu et déclenchant des explosifs. Face à cela, l'armée nigériane a riposté aux insurgés avec des tirs d'artillerie, forçant les islamistes de Boko Haram à battre en retraite. Cette nouvelle attaque est survenue quelques jours après que le président Muhammadu Buhari eut affirmé que la guerre contre Boko Haram avait techniquement été gagnée. Boko Haram a tenté à plusieurs reprises de reconquérir la ville de Maiduguri, berceau de Boko Haram, régulièrement frappé par les attentats suicides et raids meurtriers des insurgés depuis qu'ils ont été chassés il y a 3 ans. Les forces de sécurité nigérianes sont parvenues à reprendre des territoires à Boko Haram, mais les attaques menées ces derniers jours par les djihadistes, qui continuent de prendre pour cible des villages reculés, viennent remettre en question l'affirmation de Muhammadu Buhari. En Ouganda, le gouvernement burundais et l'opposition ont péniblement renoué le contact ce lundi. Ceci sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni. Il tente ainsi de relancer un dialogue bloqué depuis plus de 5 mois et dénouer la grave crise politique qui frappe le Burundi. Reportage. Les représentants du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés au palais présidentiel d'Entebbe, près de la capitale Kampala. Chacun a pu exprimer brièvement ses positions lors d'une cérémonie présidée par Yoweri Museveni. Cette réunion n'était qu'un préalable à une reprise formelle des négociations, mais les difficultés pour s'accorder sur les modalités de celles-ci montrent que le chemin est encore long. Le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga, a ainsi indiqué que les discussions reprendraient le 6 janvier à Arusha, en Tanzanie. Mais Bujumbura a immédiatement affirmé qu'il n'y avait pas eu de consensus sur cette date. Médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, Yoweri Museveni a tenté d'inciter gouvernement et opposition à se parler. Je vous demande, dans les deux camps, de vous asseoir et trouver une solution politique pour mettre fin aux souffrances du peuple burundais, a-t-il déclaré. Le choix d'Arusha pour la poursuite du dialogue est symbolique. Cette ville a abrité pendant plus de 2 ans, entre 1998 et 2000, les négociations interburundaises qui ont abouti à la signature d'un accord de paix ayant mis fin à la guerre civile qui a duré de 1993 à 2006 entre l'armée, dominée alors par la minorité Tutsi, et des rébellions Hutus. Pour la première fois lundi, le gouvernement burundais a ainsi semblé remettre en cause l'un des fondements de l'accord d'Arusha en estimant que la question des quotas ethniques qui garantissent la parité entre Hutus et Tutsi au sein de l'armée et de la police pourrait se poser. Le Sénarède, coalition des partis politiques opposés au 3e mandat, s'est lui exprimé par la voix de son président qui vit en exil. Le nœud du problème, c'est Nkurunziza et son système qui ont bafoué l'accord d'Arusha. Le gouvernement a toujours refusé jusqu'ici de discuter avec le Sénarède, accusant ses membres d'être impliqués dans la tentative de putsch et d'être liés aux groupes armés. En Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara est allée communier avec les enfants de l'île Enchantée, ceci dans le but de marquer son engagement aux côtés des enfants et familles démunis. Chris Paterna-Sémian pour le compte-rendu. Au cœur de la commune du Plateau, centre des affaires des Bidons, l'endroit est un lieu de découverte et de féerie. L'île enchantée, c'est d'ailleurs le sentiment qui se lisait sur le visage de ce tout petit, émerveillé par l'éclat du luminaire, mais aussi par la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Chers enfants, je voudrais vous souhaiter un
En plus d'être un espace enchanteur, récréatif et gratuit pour les enfants, le parc lumineux a aussi une vocation sociale. Dans l'événement Abidjan Père de Lumière, vous avez un volet social qui s'appelle l'île enchantée. Ce serait bien que tout le monde pense à chaque fête de Noël à faire un cadeau aux enfants qui n'ont pas de parents ou aux enfants qui ont des parents mais qui n'ont pas de moyens. Au-delà du social, la visite de la présidente de Children for Africa est tout un symbole pour ses enfants. Je suis vraiment contente de rencontrer pour la première fois Madame Dominique Ouattara. Tout ce qu'elle fait pour nous, c'est bien. Je souhaite un Noël à tous les enfants du monde. Le ton de la fête est donné à Abidjan. La Corée du Sud et le Japon ont conclu ce lundi un accord historique sur l'épineuse question dite des femmes de réconfort. Il s'agit d'un système de prostitution mis en place par l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale. L'accord a été conclu à l'issue de discussions tenues à Séoul entre les deux pays. Au reportage. Cette poignée de main scelle un accord historique devant mettre un terme à une question épineuse qui empoisonne les relations entre la Corée du Sud et le Japon depuis des décennies. Au terme de difficiles négociations menées ce lundi à Séoul, Tokyo offre des excuses sincères et 1 milliard de yens, soit 7,5 millions d'euros, aux 46 femmes sud-coréennes encore en vie qui furent enrôlées de force dans les bordels de l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale. L'accord de ce lundi prévoit en outre que Séoul s'efforce, en coopération avec les associations de victimes, de déplacer une statue symbolisant les souffrances de ces femmes de réconfort et qui se dresse actuellement en face de l'ambassade du Japon. Toute chose dont le ministre sud-coréen des Affaires étrangères salue l'avènement, en ce moment où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de la reprise de leurs relations diplomatiques. En Corée du Sud, par contre, les réactions étaient mitigées à l'annonce de cet accord. Beaucoup le jugent en effet insuffisant et estiment que Tokyo devrait faire plus pour dédommager les femmes de réconfort encore en vie. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.